Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Africa Tribune, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage des dynamiques du continent africain, dynamiques vues sous le prisme politique, économique et social. Au menu de cette édition, nous parlons essentiellement des crises sécuritaires sur le continent africain, avec un regard pointu sur deux crises majeures qui ébranlent le continent actuellement. Nous irons successivement du côté du Soudan et cette nouvelle escalade militaire depuis le 15 avril, ce qui est convenu d'appeler la guerre des généraux. Également du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement en place, celui de Félix Tshisekedi, est en proie à une rébellion, dit-il, soutenue par le Rwanda, les M23, comme ça qu'ils se font appeler du côté de la RDC. D'une crise à l'autre, nous essayerons de relever les causes structurelles endogènes et exogènes de ces crises ou de ces belligérances en Afrique et les voies de sortie de crise. Et pour en parler, ils sont déjà deux sur notre plateau. Je commence par saluer Maître Jean-Guy Zogo, il est juriste et panafricaniste. Maître, bonjour. Bonjour Serge. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs à travers l'Afrique. Merci pour l'invitation. J'ai une pensée pour les populations qui sont meurtries par toutes ces guerres, parce qu'en réalité, ceux qui font la guerre, ce ne sont pas eux qui la subissent. Ce sont essentiellement les populations qui sont des déplacés, qui sont assassinés. Et je voudrais également avoir une pensée pour ceux qui ont perdu, les familles de ceux qui ont perdu la vie il y a quelques jours à la suite d'un accident de la circulation dans le nord de notre pays. Une chose est sûre et certaine, c'est que il faut que quelque chose soit fait pour que la sécurité routière au Cameroun soit effective et qu'on arrête d'aller de gramme en gramme, parce que ce n'est pas le premier. Ce sera certainement pas le dernier. Merci d'avoir honoré cette invitation. J'accueille également le docteur François Désiré Mbessé, expert en coopération internationale, habitué également de cette émission d'Africa Tribune. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, j'aimerais d'abord me souscrire ici à un rituel qui consiste à reconnaître déjà l'élégance et la portée de votre plateau et également saluer les copanélistes qui sans doute sont des personnes avec qui nous avons toujours échangé au-delà de ces cadres de la télé. J'aimerais également dire bonsoir particulier à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, le continent africain, mais également le Cameroun. Je voudrais par la suite saluer les promoteurs de cette chaîne, le promoteur de la chaîne et de tous ceux qui, derrière les persiennes, assurent véritablement la diligence pour que cette émission ait lieu. J'aimerais également saluer au passage, puisque nous sommes à l'approche de la fête nationale, ces milliers de Camerounais que j'ai vus arpenter la place des fêtes aujourd'hui au moment où je passais le matin pour des obsèques au nom de la marche de l'unité. Et je crois que c'est également une manifestation du fait qu'il y a encore des Camerounais qui pensent que le Cameroun n'est pas devenu l'Afghanistan. Merci. Merci de votre présence, docteur François Désiré Mbessé. Tout au long de cette émission, nous aurons également le regard pointu d'un homme, d'un expert en géopolitique qui fut tout au long de sa carrière un homme des armes militaires, désormais spécialiste des relations internationales, le docteur colonel à la retraite Didier Badie, qui va nous délivrer également son regard, son analyse sur ces crises sécuritaires persistantes sur le continent africain. Ce sera depuis Paris. Alors, je commence par vous sur ce sujet, Maître Jean-Guy Zogo. Ces crises qu'on observe, nous allons faire un focus sur deux principalement.
le Soudan, depuis le 15 avril, avec ses belligérances entre deux factions tenues par deux généraux, l'Est de la RDC, mais la Libye reste toujours une poudrière. On pourrait également parler de la zone sahélienne. Est-ce que en Afrique, ces belligérances, ces sempiternelles belligérances consacrent simplement l'échec de l'état de droit ou de la démocratie? Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un échec de l'état de droit ou de la démocratie, parce qu'il faudrait à partir du départ. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a un contentieux historique qui doit encore être liquidé. Parce que tous ces États que vous citez là ont un sérieux problème à la base, c'est qu'ils ne sont pas réellement indépendants. Ça, je le dis tout de go, ils ne sont pas indépendants, et d'ailleurs, je ne pense pas que le nôtre même échappe à cette règle. Parce que tout à l'heure, le docteur parlait de l'unité nationale. Je veux bien qu'on l'exalte, je n'ai rien contre l'unité nationale. Le problème qui se pose, c'est que puisque les indépendances ont été tronquées, que les guerres d'indépendance ont été perdues par ceux qui voulaient la véritable indépendance, comme au Cameroun, on a mis en place, pour contrecarrer l'idéologie nationaliste, portée par les Oumyobé au Cameroun, par exemple, une autre idéologie qui était censée donner l'impression qu'on allait fondre les communautés dans une institution beaucoup plus grande, l'État. Et c'est la raison pour laquelle l'idéologie, malgré le fait qu'on la martèle, ne donne pas. Parce qu'en fine, vous allez voir que malgré le fait qu'on chante l'unité chaque jour, les gens ne cessent de réclamer qu'ils sont Etoun, Bamileke, tout pourri et autres. Parce qu'en réalité, avant même que les Occidentaux ne viennent nous réduire en esclavage, qu'ils ont plus tard transformé en colonisation pour des raisons économiques, et aujourd'hui en néocolonialisme, il y avait déjà des États en Afrique. Il y avait des royaumes qui étaient des États, qui fonctionnaient comme des États. Maintenant, quand vous regardez comment est-ce que les indépendances, les soi-disant indépendances, le découpage de l'Afrique a été opéré, vous allez voir que il y a beaucoup de réalités dont on n'a pas tenu compte. Résultat, aujourd'hui, la plupart des confrontations en Afrique sont des confrontations communautaires. Parce que les gens ne se reconnaissent pas dans le type d'État qu'on leur propose. Maintenant, la démocratie, moi j'ai toujours dit que la démocratie n'existe pas. Parce que quand vous prenez la démocratie à l'américaine, elle est différente de la démocratie à la britannique, différente de la démocratie à la française, à la russe, à la chinoise, et ainsi de suite. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la Chine est une démocratie. Moi, je serais amusé qu'on me dise qu'il n'y a pas d'élection en Chine, il n'y a pas d'élection en Russie. Ce n'est pas parce que les Occidentaux disent que vous n'êtes pas démocratique que vous ne l'êtes pas. La démocratie en tant que telle n'existe pas. Par contre, ce que les Africains auraient dû faire s'ils avaient eu la possibilité de jouir du droit reconnu universellement à chaque peuple de s'autodéterminer, on aurait pu mettre en place des systèmes gouvernants qui prennent en compte les communautés et leur héritage culturel. Et trouver la formule la plus idoine pour que ces communautés se fondent dans l'agrégat que constitue un État. Or, quand vous regardez ce qui se passe également, notamment en RDC, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème au niveau du leadership. Parce que le problème de l'Est de la RDC a commencé sous Patrice Lumumba. Et il ne s'est jamais arrêté. On parle de la guerre du Soudan. La guerre du Soudan n'a pas commencé avec les deux généraux. Elle est vieille. Omar el-Béchir n'est pas arrivé au pouvoir par une élection. Il n'a pas lâché par une élection, ainsi de suite. Donc, le véritable problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que l'Afrique a besoin de se retrouver avec elle-même, accepter son histoire, la vraie, la bonne, pas celle qui est racontée par les autres, et voir maintenant qu'est-ce qui, dans son histoire, peut être capitalisé pour lui permettre de se projeter dans l'avenir en tenant compte des données géopolitiques actuelles. Parce qu'on parle beaucoup de guerre, mais on a tendance à oublier qu'il y a des enjeux qui se sont greffés aux enjeux sécuritaires aujourd'hui. C'est par exemple l'environnement. Il y a un véritable désastre écologique lié à la guerre. Les bombes qu'on déverse dans les forêts, dans les lacs, les rivières, mais quand on sait que la plupart des Africains boivent l'eau qui vient des sources, des nappes phréatiques, vous voyez que derrière, il n'y a pas seulement le fait qu'on tue des gens avec des armes, il y a des gens qui vont mourir même quand la guerre elle-même va se terminer. Donc le problème de l'Afrique pour moi... L'environnement est donc devenu une victime, on va dire, collatérale
Oui, et à long terme. Au-delà même, l'environnement n'est même pas seulement une victime collatérale, l'environnement en lui-même est devenu un enjeu géopolitique. Parce qu'on sait tous aujourd'hui qu'avec les changements climatiques, dont seuls quelques sceptiques peuvent encore douter qu'ils existent, le bassin du Congo est devenu le deuxième poumon écologique de la planète, qui est surexploité. Lorsque des rébellions, comme on parle du M23, comment elles survivent? Elles vivent dans les forêts où elles pillent les forêts, tuent des espèces rares pour se nourrir. Donc, quelque part, la guerre a des conséquences même sur l'environnement, a des conséquences sur la santé des gens et a des conséquences également sur la culture. Parce que aujourd'hui, on a pu se rendre compte que le viol est devenu une arme de guerre. Or, le viol était quelque chose d'extrêmement tabou chez nous en Afrique. Aujourd'hui, on viole des femmes à la chaîne, on viole même déjà des hommes. On viole déjà des hommes, il faut le savoir. Et c'est assez alarmant parce que, avec toutes les données qui s'amoncellent, notamment sur la RDC, où on parle aujourd'hui de l'intrusion d'autres États africains en RDC, ça complexifie le problème. L'ennemi n'est plus seulement l'esclavagiste d'hier ou le colonisateur d'hier, c'est devenu le frère africain qui profite de la faiblesse de son frère pour aller le piller. C'est assez inquiétant et nous sommes enclins à nous dire que les Africains doivent absolument trouver le moyen de se retrouver et de se parler et peut-être de réussir à liquider leur contentieux historique, parce que c'est tout ça le problème. Il faut liquider le contentieux historique. Liquider le contentieux historique, docteur François Désiré Mbessé. Le Soudan comme la RDC, nos deux cas de figure de ce jour, constituent, on va dire, sur le plan territorial, deux géants. Le Soudan, malheureusement, a déjà été sectionné sous le Soudan du Sud et l'autre Soudan, malheureusement, même après cette sécession, on se rend compte que le véritable problème n'était pas là de charcuter le pays en deux. Aujourd'hui, on a dans un pays comme le Soudan deux généraux qui se mènent une guerre, on va dire, fratricide. C'est un recul de la démocratie, échec au recul de la démocratie. La prise des armes ou la prise de pouvoir par les militaires, même quand il n'y a pas une guerre à côté de nous, le Tchad, on a eu l'échec de la succession, la transition constitutionnelle. Ça a été une confiscation de pouvoir par les militaires. Le regard que vous posez, vous, le spécialiste des relations internationales. Oui, ben, merci déjà de me permettre de m'étendre sur ces sujets qui sont d'une délicatesse certaine. Ici, à partir du Cameroun, ben, j'aimerais dire que recourant à une expertise internationale qui date, il me souvient, lorsque vous m'avez demandé de venir ici, ce plateau, parler de ces questions, j'ai immédiatement pensé, de premier abord, à une étude que nous avons faite au niveau de... On était au Parlement européen à Bruxelles et là nous étions dans les années 2008 et 2009 et où on parlait de la logique du courtage des armes et à partir de la question de la Somalie. Et nous étions en ce moment en train de prédire des lendemains noirs pour les pays africains parce que cette zone du non-État au niveau de ce qu'on peut appeler le Somaliland était une zone d'entrée et d'ancrage de tout ce que nous avons connu comme problème aujourd'hui au niveau de l'Afrique et qui a débouché sur ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et en réalité, la logique, c'est quoi? C'est que nous nous retrouvons là dans un atavisme conflictuel qui était déjà programmé. Le copanéliste ici présent a parlé d'abord des origines même de l'Afrique, ce que nous concevons comme étant l'Afrique aujourd'hui. Et nous disons que au-delà de cette balkanisation qui a consacré l'arbitraire, parce que faut-il le rappeler, comparaison n'étant pas raison, il faut quand même revenir sur certains préalables.
Lorsque vous arrivez et que vous consultez les documents qui vous présentent l'évolution des États en Europe et en Occident, vous vous rendrez bien compte qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu halte de l'arbitraire et où on a commencé à donner du contenu à ce qu'on appelait des continents, ce qu'on appelait des pays, ce qu'on appelait des régions, ce qu'on appelait des départements. Voyez-vous, par exemple, en France, quand vous regardez la distance entre deux départements français, on vous parle on vous dit, dans le langage classique des Français purs, on vous dira que entre tel département et tel autre, nous sommes à 2 heures à cheval. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un critère d'évaluation où on a dit que pour que nous passions d'un département à l'autre, il faut que ça se passe en 24 heures. Donc, on mettait donc à partir d'un point central I, où on disait, bon, le cheval à son niveau, parce que c'était à ce temps-là le moyen de locomotion, et on disait, bon, si le cheval doit faire 24 heures, il parcourt 24 heures à une distance régulière, il arrive là et on pointe sur un compas que là, nous sommes à la frontière entre. L'idée ici étant que entre deux zones, il n'y ait pas plus de 24 heures de passé quand il y a des urgences et de passage. C'était le cheval. Et nous sommes passés du cheval à la voiture, de la voiture à l'avion. Mais il y a eu des critères objectifs. Mais regardez l'Afrique. Lorsque nous sommes en Afrique, c'est la consécration de l'arbitraire. Et malheureusement, au moment où en Occident on avait déjà mis des critères objectifs pour l'aménagement du territoire, c'est les mêmes Occidentaux qui, aménageant l'Occident, ont plutôt créé l'inverse en Afrique, en allant dans la balkanisation de l'Afrique au scalpel et en consacrant l'arbitraire. Et cet arbitraire, c'est pour cela que nous pensons que cet arbitraire était structurel pour que nous puissions aujourd'hui vivre ce que nous continuons de vivre aujourd'hui. Malheureusement, certaines personnes parleront de l'exaltation du principe de la logique du complot, mais ce n'est pas seulement la logique du complot, puisque ces Occidentaux qui ont mis sur pied une théorisation d'une Afrique qui ne serait jamais libre, ont mis des mécanismes sur pied de manière à ce que certains Africains qui n'ont pas voulu le véritable développement et l'émergence d'une Afrique indépendante ont accédé au pouvoir. Et de fil à aiguille, nous sommes dans la conséquence troisième, en réalité, de ce qui est un mal atavique. Et il est important, comme le disait le copanéliste, de revenir à ses origines pour comprendre où est le problème. Et le problème, c'est justement que les Africains commencent à penser et à revoir que l'Afrique n'a pas existé à partir du contact avec le colon. Et nous ne pensons pas, aucun document historique ne nous démontre que ces peuples qui hier s'appelaient frères étaient dans cette logique frontalière et dans cette logique polémique que nous avons aujourd'hui. En réalité, ce que nous avons, c'est qu'il faut repenser l'Afrique à partir de ses origines, mais beaucoup plus repenser l'Afrique avant le contact avec les Occidentaux. Pour comprendre comment est-ce que ces peuples vivaient avant, cohabitaient, se respectaient et n'entretenaient pas des guerres aussi violentes que celles que nous retrouvons aujourd'hui. Et la balkanisation de l'Afrique, nous n'en sommes pas encore à la fin, puisqu'on nous parle de 54 États. Je reviendrai sur un autre sujet le moment venu, parce que cette Afrique assumée, moi je ne l'assume pas. Parce que déjà, le nom Afrique me pose déjà problème, parce que je ne le retrouve pas dans mes origines. En plus de cela, ce qu'on appelait le Soudan, vous savez que récemment, on a connu encore le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. Rien ne nous dit que ce qui se passe en RDC ne finira par deux RDC. Rien ne nous dit que ce qui se passe à côté de nous au Cameroun ne visait pas à faire encore deux Cameroun. En réalité, l'Afrique est en train de produire les schèmes
et les conséquences de ce qui a été programmé. Et tant que les Africains ne comprendront pas qu'ils doivent revenir pour épurer le contentieux historique et pour regarder les problèmes d'eux-mêmes dans ce qu'on appelle les socs chez nous, nous serons loin d'être sortis de l'auberge. En espérant avoir dans quelques instants, quelques minutes, le temps de votre prise de parole, en espérant avoir le docteur, si la régie est prête, le docteur Didier Badiek, je voudrais vous demander, maître Jean-Guy Zogo, vider le contentieux historique, en 2023, un peu plus de 60 ans après les indépendances, est-ce qu'il ne faut pas avancer? Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de faire marche arrière sur le plan de la constitution de nos États? On va dire que nous sommes à une ère moderne. La démocratie est aujourd'hui le maître mot, du moins ce qui nous a été proposé ou parfois même imposé par nos partenaires occidentaux. Est-ce qu'il ne faut pas avancer dans ce sens en trouvant les meilleures, on va dire, les meilleures solutions pour un meilleur ancrage de cette démocratie et la consolidation de la paix sur notre continent? Est-ce qu'on a le temps de revenir aujourd'hui, repenser l'Afrique comme elle était avant l'arrivée des colons? Le problème, c'est qu'il ne faut justement pas voir les choses dans ce sens. Régler le contentieux historique, ce n'est pas rentrer en arrière. C'est même plutôt avancer. Parce qu'un peuple sans histoire est comme un zèbre sans rayures. Vous comprenez? Si vous prenez un zèbre qui veut lui enlever ses rayures, il ressemble plutôt plus à un âne. Et je ne pense pas qu'il sera reconnu par les siens. Non. Régler le contentieux historique, ce n'est pas revenir en arrière. C'est simplement regarder en arrière et avoir la vérité historique. Parce que c'est ça, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'unité nationale au Cameroun. L'idéologie de l'unité nationale est un construit néocolonial. Il faut que les Camerounais le sachent. Ce n'est en rien une nouvelle chose que nous soyons unis. Mais en réalité, on n'avait pas un problème d'unité, on avait un problème d'indépendance. Et ceux qui ont réclamé l'indépendance fondaient leur lutte sur une idéologie nationaliste. Pour la combattre après l'assassinat de Oumniobé et de ses camarades de lutte, on a d'abord cherché à faire tomber quelqu'un comme André-Marie Mbida. Beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'on lui doit l'hymne, qu'on lui doit notre drapeau, bien longtemps avant la soi-disant indépendance. Il faut simplement que ceux qui connaissent l'histoire réelle de l'Afrique, pays par pays, la remettent sur la table, la mettent sur la table pour permettre aux Africains de retrouver une certaine identité. Parce que le véritable problème de l'Africain, c'est son identité. Dès lors que l'Africain a un problème dans la reconstitution de cette identité, la question que je vais poser, est-ce que cela peut aboutir à la reconstitution des États avec les frontières actuelles, vu que les peuples, la balkanisation a mené à un certain émiettement des communautés qui se retrouvent les unes d'une frontière, d'un côté de certaines frontières. Prenons l'exemple de la CEMAC. Prenons l'exemple de la CEMAC. Lorsque vous êtes au sud du Cameroun, c'est les mêmes peuples que vous retrouvez au Gabon. Au Congo et en Guinée équatoriale. Voilà. Maintenant, si vous prenez ne serait-ce que cet ensemble-là, là, il y en a une question de leadership politique. Parce que si vous aviez à la tête des États de la CEMAC des panafricanistes authentiques, pas des agents infiltrés du néocolonialisme comme je les appelle, ils auraient déjà trouvé la solution au problème de la CEMAC. Puisque je vous rappelle qu'on a des Camerounais qui sont chassés du Gabon, chassés de Guinée équatoriale. Et c'est quelque chose qui est insensé, puisque ce sont les mêmes peuples en réalité. Comment en arrive-t-il à ce niveau de xénophobie-là? C'est parce que il y a l'Afrique institutionnelle qui est composée de gens qui ne pensent qu'à leur pensée. Et il y a l'Afrique des peuples qui, elle, est dans la fausse information. Il y a une grosse désinformation qui fait que on réussit à opposer des gens qui ne sont pas censés s'opposer. Je prends un autre exemple très simple. Au Cameroun, je suis extrêmement écœuré quand on me parle de tribalisme. Parce que il y a une telle flambée de mariages mixtes que je me demande comment on fait encore pour se détester. Je connais très peu de Camerounais qui épousent des filles de leur tribu ou de leur ethnie. Vous avez des Étones qui épousent des Bamileke, qui épousent des Baka, qui épousent des Douala, des Bassa, ainsi de suite. Comment on fait pour réussir encore à faire que ces gens qui se passent le temps à se marier entre eux, connaissent les rites de dot d'une tribu à l'autre, d'une ethnie à l'autre, risquent quand même à se détester? Ce sont les hommes politiques qui ont instrumentalisé le tribalisme
pour en faire une arme politique. Et électoraliste. Et ça se fait au niveau des États également. Comment peut-on en arriver à ce que on accuse, la RDC accuse le Rwanda d'instrumentaliser une rébellion qui vient la déstabiliser autant pour moi. Vous comprenez qu'il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique de ceux qu'on a fait émerger à la veille des indépendances, des soi-disant indépendances, et qui permettaient au néocolonialisme occidental de se mettre en place. Mais il y a l'Afrique des peuples qui, malgré tout le matraquage idéologique qu'on essaie de faire, continue à faire dans la mixité. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la liquidation du contentieux historique, ça ne consiste pas à rentrer en arrière. Je peux vous assurer qu'actuellement au Cameroun, pour ne prendre que le cas de notre pays, il y a des compatriotes qui connaissent la véritable histoire du Cameroun. Très bien. Et qui peuvent la raconter. Je voudrais, avec votre permission, dire que n'ayons pas l'impression que le retour est la preuve d'une régression. Voilà. Il y a une différence entre faire un repli stratégique et pour progresser. Parce que le progrès ne consiste pas seulement à aller de l'avant. Il peut également consister à faire le pas en arrière pour mieux percevoir ce qu'il y a. Voilà. Il est important que nous puissions refaire cette saisie sur nous-mêmes pour nous poser la question du sens d'où nous allons. Parce qu'en réalité, l'un des problèmes que nous avons, vous avez parlé de l'histoire de l'Afrique. Ce n'est plus à l'ordre du jour dans la mesure où nous avons un document historique qui a été rédigé par tous les grands historiens, Kizerbo, qui a été rédigé par Théophile Obenga, qui a été rédigé sous la lettre de l'Union africaine et consacré aujourd'hui depuis la reconnaissance des droits des peuples à leurs différences. Nous avons 5 tomes de 8000 pages chacun sur l'histoire générale de l'Afrique. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas l'existence de cette histoire écrite, c'est comment est-ce qu'on l'enseigne. Parce que nous avons un document source matricielle qui présente aux Africains ce qui s'est passé. Et des origines, je parle bien de 5 tomes de près de 8000 pages chacun. Il faut lire. Mais comment est-ce que les Africains ont accès à ce document? Combien savent même que ce document existe? Les systèmes éducatifs, comment est-ce qu'ils s'approprient cette histoire pour que les Africains puissent savoir d'abord ce qu'ils sont eux-mêmes? Le document est là, mais il faut le lire. Mais je suis persuadé que des Africains, il n'y a même pas 1% qui ont déjà lu ce document, qui est pourtant disponible et qui nous montre toute l'histoire rédigée par les Africains de renom que nous connaissons. Depuis Cheikh Anta Diop, Kizerbo, Théophile Obenga. Et récemment, nous avons encore perdu notre frère Mutunde, qui était au Cameroun lors d'une conférence du Cédotola. De retour ici, il a trouvé la mort. Mais ce sont des personnes, ce sont des grands prêtres de l'Afrique qui ont contribué à l'écriture de l'histoire de l'Afrique et à la restitution de cela. Mais quels sont les théâtres d'appropriation de cette histoire? Et ce qui est d'autant plus, ce qui est même inquiétant, c'est qu'on constate que les jeunes Africains lisent de moins en moins. Ils sont accros aux réseaux sociaux, accros aux gadgets. Et puisqu'ils lisent de moins en moins, les systèmes éducatifs ne sont pas conçus pour les inciter à lire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que quelque part, on entretient le néocolonialisme. Pour même rendre cette information disponible sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut adapter également. Même quand c'est disponible sur les réseaux sociaux, il faut encore observez bien les jeunes. Les jeunes ont tendance à liker ce qui est en mouvement. C'est-à-dire les vidéos, les photos à la rigueur. Mais si vous mettez un document de 10 pages, très peu, d'abord ils vont vous dire que c'est trop long. Ils vont vous dire que c'est trop long à lire. Or, l'histoire de l'Afrique, c'est quelque chose qu'il faut, on peut plus se mettre à raconter seulement. Puisqu'il y a des gens qui ont réussi à coucher cette histoire dans un document, aussi volumineux puisse-t-il être, il ne doit pas constituer un document pour les érudits. Non. C'est un document qui doit devenir la Bible de chaque Africain.
C'est ça que nous demandons. Je propose à présent, avec le concours de la régie, de recueillir l'avis d'un militaire de carrière devenu spécialiste des relations internationales, de la géopolitique, le docteur colonel à la retraite Didier Badjek, qui va également nous livrer son regard, son appréciation du contexte global sur le continent africain en ce qui concerne ces crises sécuritaires. On l'écoute pour ce premier jet, on se retrouve dans un instant. Bonsoir Serge et bonsoir à tout votre panel. C'est un plaisir renouvelé que d'intervenir sur votre chaîne, surtout que je suis à distance, sur ces questions géopolitiques, questions qui nous changent un peu du couvert monotone de scandales et des assassinats à la petite semelle qui ont parsemé notre infosphère, alors que de l'autre côté, ou alors nous encadrant, l'Afrique est à feu et à sang. Il faudrait relever comme ça que par cercle concentrique, ces menaces se rapprochent de nous inexorablement et il ne me semble pas qu'il nous soit accordé une écoute outre mesure, car au demeurant la situation n'est plus fébrile, mais elle nous semble quasiment chrysogène et éminemment dangereuse. Lorsque vous avez encadré géographiquement l'instabilité à l'est du Congo, au Soudan, au Mali ou au Burkina Faso, vous comprendrez que les lignes chrysogènes encadrent désormais une bonne partie de l'Afrique noire, comprise entre les tropiques en passant par l'équateur. Vous verrez aussi, quel que soit le prisme d'analyse que vous adopterez, que les zones chrysogènes sont curieusement superposées aux richesses des sous-sols, tout comme une intimité granitique existe et lie les grands lobbies internationaux, et sans exception, que ce soit les lobbies européens, américains ou asiatiques, ces lobbies, disais-je, sont liés aux groupes armés locaux investis soudainement d'une mission de protection des peuples, de libération ou de vertu pseudo-démocratique. Ces phénotypes, qui sont très vite contredits, lorsque l'on observe que ces grands libérateurs de la conscience se transforment subitement en criminels, exerçant au passage des sévices et des viols sur les civils, qui en payent le prix fort. Parlant de ces lobbies, qui sont en réalité le carburant même de ces conflits, leur but affirmé est de s'accaparer au prix du sang les richesses de cette Afrique, malheureusement, par le biais des Africains eux-mêmes, qui sont les seigneurs de la guerre, car faut-il le relever, pour qu'il y ait des voleurs, il faudrait aussi qu'il y ait des receleurs. Je l'ai toujours martelé, paradoxalement en tant qu'ancien militaire, qu'aucun mouvement, quelle que soit sa vertu ou ses mobiles, ne peut s'arroger la moindre légitimité de prise de pouvoir par la force. En Afrique, je n'ai pas encore vu, en dehors du cas d'école du Ghana, une junte rendre le pouvoir aux civils dans les conditions de transition promises. Vous me direz que c'est le même Conseil de sécurité qui, par la résolution 1973, avait participé à la mort du colonel Kadhafi sans en assurer le service après-vente. Aujourd'hui, le Sahel est bel et bien une poudrière. Commençons donc à proposer comme solution une Afrique profondément démocratique qui orientera toute solution de crise vers des véritables débats consensuels et où les militaires resteront dans leur caserne. Il est plus facile en effet de juguler une crise interétatique que d'arrêter une guerre civile ou irrédentiste quand le feu a pris. Ceci voudrait aussi dire que nous prenons les voies politiques comme étant essentielles, indispensables et pérennes aux crises. La crise au Soudan dure depuis plusieurs décennies. Ceux qui ont massacré au Darfour sont subitement ressuscités aujourd'hui, et tout comme les troupes du général Kunda qui se sont mutées en force Goma, M23 aujourd'hui. Vous me direz que les milices sont résilientes. Mais si elles pouvaient seulement se tuer entre elles, nous n'en serions pas plus mal, puisqu'elles ont fait du chaos et du sang une vocation. Hélas, le nombre de victimes civiles aujourd'hui s'alourdit, et c'est cela qui est insupportable pour notre civilisation. Voilà pour cette première, ce premier regard du docteur Didier Badjek, colonel à la retraite, avec
une mise en exergue des lobbies et la volonté d'avoir une mainmise sur les ressources naturelles des différents pays africains. Je vous propose, cher monsieur, de mettre le cap directement sur le Soudan. Le Soudan qui vit au rythme depuis, on va dire, le 15 avril de ce qu'il est convenu d'appeler la guerre des généraux, une transition mouvementée vers un régime civil qui est en cours dans ce pays depuis le renversement de l'ancien président Omar Hassan el-Béchir en avril 2019 et le gouvernement de transition dirigé par des civils mis en place plus tard la même année grâce à un accord de partage de pouvoir avec les chefs militaires et civils a été à son tour renversé par un coup d'état militaire en octobre 2021. Des combats ont éclaté malheureusement depuis ce 15 avril entre les forces armées soudanaises dirigées par le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide dirigées par le lieutenant général Mohamed Hamdan Dagolo, deux hommes qui étaient unis par la même cause au départ, le renversement du président el-Béchir. Alors le Soudan aujourd'hui, il faut le préciser, quelques chiffres qui font quand même très mal au vu de cette réalité d'un continent qui veut avancer, mais malheureusement les sempiternels belligérance. Le Soudan aujourd'hui disait c'est près de 200 000 personnes qui ont fui le pays, 700 000 déplacés intérieurs. Il y a juste une semaine, on était à un peu plus de 300 000 déplacés en une semaine. Il y a donc eu un doublement des déplacés intérieurs. Parmi les réfugiés soudanais, 90% sont des femmes et des enfants. Et parmi ces femmes, la plupart sont des femmes enceintes. À ce jour, un peu plus de 2,5 millions de Soudanais sont menacés par la famine. Actualité récente, il y a tout juste, on va dire, 48 heures de ce conflit. C'est cet accord entre les belligérants survenu en Arabie Saoudite, précisément à Jeddah, une volonté consentie par les forces belligérantes d'établir des couloirs sécurisés pour les civils et des pauses humanitaires, mais tout sauf un cessez-le-feu. Je commence par vous, docteur François Désiré Bessé. Cette zone, on va dire, de l'Afrique du Nord, à côté, on a déjà la poudrière de la Libye qui n'est pas éteinte. Il y avait encore, et c'est pas totalement terminé, une belligérance du côté de l'Éthiopie, et ces velléités de sécession. Du côté de la Mauritanie, ce n'est pas plus calme. Au Sahara occidental également, c'est loin d'être une zone totalement sécurisée. Lorsqu'on observe le Soudan, on a pensé que la sécession, la partition du Soudan, il y a quelques années en Soudan du Nord et Soudan du Sud, réglerait l'affaire, mais que non, on retourne à la case départ. Même pour le Soudan du Sud aujourd'hui, on se dispute toujours le pouvoir. Oui. Et surtout, on peut ajouter que chasser el-Béchir ne semble évidemment pas aujourd'hui être la solution. Oui, ben, je vous ai parlé d'une structuration. C'est la première erreur à ne pas commettre lorsque on est face... Parce que là, nous sommes véritablement dans la discipline des relations internationales qu'on appelle la polémologie. Nous sommes véritablement dans la science des conflits. Et effectivement, lorsque la première erreur à ne pas commettre, c'est d'éviter de prendre des vessies pour des lanternes. Il est important, lorsque nous avons une situation comme celle du Soudan, de ne pas se limiter au non-Soudan et au territoire Soudan. Parce que sinon, nous serons en train de faire fausse route. Parce que le Soudan est un prétexte, un théâtre d'opération qui lui-même est soumis à des normes et régi par des forces endogènes, exogènes, centripètes et centrifuges. Il est important de comprendre que on a parlé de la question de la souveraineté. La souveraineté n'existe pas dans les pays africains. Les États africains postcoloniaux, au sens absolu, ne sont pas souverains.
Il faut le reconnaître. Parce que si nous partons d'une fausse hypothèse, bien évidemment, nous allons supputer. Et je dis, il y a un problème de souveraineté. Parce que les États africains n'ont jamais été l'émanation d'une conscience africaine. Il faut le reconnaître. Maintenant, si nous admettons ce préalable, nous pouvons donc reconnaître que les systèmes de gouvernance, les systèmes éducatifs, les modes ont difficilement été l'émanation des propres Africains. Alors, venons-en au Soudan. Pour dire que, lorsque vous regardez ce qui se passe là, nous sommes véritablement dans le prolongement des problèmes qui se trouvent dans le Sahel et qui se prolongent jusqu'à l'Afrique centrale. Avec un foisonnement des milices terroristes. Et il faut dire que nous sommes dans une logique où nous sommes dans la criminalité et le grand banditisme international. Criminalité transfrontalière. Et nous sommes donc dans cette logique. Et le comprendre voudrait dire que les frontières ont été dilatées au niveau des conflits, puisque je vous ai parlé de la corne de l'Afrique avec la Somalie. Nous sommes dans l'évolution progressive de ces conflits qui, aujourd'hui, nous parlons du Soudan, mais ne se limite pas au Soudan. Le Cameroun en est une victime. Le Cameroun en est une victime. Et ce conflit se prolonge au-delà du Cameroun aujourd'hui. Il faut reconnaître que nous sommes dans une logique de banditisme international qui consiste à déstabiliser une fois de plus les États africains parce que, ils ne sont pas des États au sens propre. D'ailleurs, un confrère l'a dit, nous sommes dans une logique en Afrique des États tétards. C'est-à-dire ces États à la grosse tête et au tronc étriqué et à la queue en forme de poisson, où réellement vous n'avez que les grands enjeux, la grande vitrine de l'État, mais au fond, il n'y a pas des éléments de souveraineté de l'État. Et nous avons ces problèmes et le Soudan en est un. D'où la balkanisation du Soudan. Et aujourd'hui, nous croyions, il y a quelques années, que le fait de balkaniser le Soudan résolverait le problème. Mais nous en sommes encore là. Il y a la problématique majeure, c'est la logique du capitalisme ultralibéral qui a conçu l'Afrique comme étant une source de production de matières premières. La preuve, je vous l'ai dit, et je le dis toujours, regardez les pays africains, pour la plupart, vous vous rendrez compte que quand on a parlé du Cameroun, on vous dit c'est le Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. On parle de la Côte d'Ivoire, on vous dit c'est la Gold Coast. On parle de la Côte d'Ivoire. Vous allez, je vais dire au Ghana, on parle de la Gold Coast, la Côte de l'Or. En Côte d'Ivoire, on vous dit c'est la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez ces pays, en réalité, c'est comme s'il n'y avait pas d'humains qui existaient à ce niveau. On a vu des crevettes, on n'a pas vu des hommes. On a vu l'ivoire, on n'a pas vu des hommes, dont des éléphants. On a vu de l'or, on n'a pas vu. On a même vu au Zaïre, le Congo. Ce sont des matières premières. Ces pays portent leurs sources. Et même l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on a eu des évolutions linguistiques. En fait, l'Afrique, c'est d'abord Afrique, le fric. Avant d'être cette édulcoration graphique, c'est le continent où on allait se faire du fric. Et alors, on n'a pas rencontré des humains. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le prolongement de cette idéologie d'un capitalisme sauvage qui voudrait que l'Occident, ayant mis sur pied des bases de son développement économique sur la base de l'exploitation des ressources de l'Afrique, pour que l'Afrique soit la zone consommatrice des produits issus de l'industrie occidentale, n'a pas prévu que l'Afrique allait être autonome du point de vue économique. L'Afrique est donc le continent fournisseur des matières premières. Et ces matières premières qui n'existent pas en Occident pour le développement de leur industrie.
Ce sont ces matières premières qu'on vient chercher en Afrique. Et aujourd'hui, par des voies du néocolonialisme, on a mis sur pied un système qui consiste à et qui préfigure cette dépendance de l'Afrique tant au niveau idéologique, au niveau spirituel, au niveau économique et au niveau de la consommation. L'Afrique, c'est l'Afrique des consommateurs qui consomment les produits, le surplus de l'industrie occidentale en produisant à cette industrie les matières premières. C'est ce qui a entraîné la traite négrière et aujourd'hui, comme les Africains ne peuvent plus se déplacer pour aller travailler dans des plantations de canne à sucre et autres, maintenant, les Africains travaillent chez eux et les produits de cette terre africaine sont déportés pour le développement de l'industrie occidentale. Et ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas, ce qui se passe donc au Congo, nous allons venir. Ce qui se passe au Congo, nous reviendrons. Lorsque vous parlez du Soudan aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans une crise énergétique. Et vous savez qu'il a été découvert que les ressources, le soleil, la place du soleil, on nous disait que les zones du Sahel n'étaient pas productives. Mais on a découvert que le soleil est une source puissante d'énergie. Hein? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Somalie, regardez ce qui se passe au Soudan. Nous avons des pays comme l'Allemagne qui, pour des problèmes énergétiques, déporte l'industrie solaire dans ces zones où il y a du soleil 24 heures sur 24 et qui ne gagnerait pas à ce que ce soit des pays stables puisque l'énergie solaire est transposée de là vers ces pays avec le problème de la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut le comprendre, il faut faire la liaison entre le prolongement de la guerre en Ukraine, le problème du déficit énergétique que cela pose en Occident dans les pays qui ont une forte culture d'industrialisation. Alors, dès que l'Ukraine ferme, la Russie ferme les réserves en gaz, les réserves en pétrole, on a donc une zone qui est une zone à exploiter. Et ces zones à exploiter, c'est au Cameroun, je veux dire au Soudan, où on parle donc aujourd'hui de la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Mais ces énergies renouvelables, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie éolienne, c'est l'énergie houlomotrice qu'on retrouve dans ces zones qui hier étaient dites des déserts, mais qui sont aujourd'hui considérés comme des véritables réservoirs d'une énergie dont a besoin l'industrie occidentale. Il est donc important de savoir que la sortie de l'auberge pour l'Afrique et pour le Soudan, ce n'est pas pour le lendemain. Tant que la situation qui est en train de se poser en Ukraine se prolonge et également la situation avec la Russie. C'est un problème d'enjeux vitaux. Nous sommes véritablement dans une logique d'enjeux stratégiques qu'il faut prendre en compte et bien naïf les pays africains qui croiraient que nous sommes encore dans la configuration coloniale. Mais nous sommes là dans les effets induits du prolongement de la situation en Ukraine, le prolongement de la situation en Russie. Souvenez-vous que quand cela éclatait, on nous disait que ça n'allait pas mettre long. Tous les instituts géostratégiques, avec tout ce que nous connaissons sur les médias, nous ont dit que ce n'était pas une situation qui allait durer. Mais je me demande, qu'est-ce qu'on met dans la durée aujourd'hui? Et l'Afrique en est une fois de plus la nouvelle victime. Maître Jean-Guy Zogo, la crise au Soudan revêt également notre caractère, c'est celui du leadership politique en Afrique. On a cette résurgence des forces armées, des militaires au pouvoir, un appétit exacerbé des militaires pour la confiscation du pouvoir. Le docteur Didier Badiek le disait, les militaires doivent rester dans les casernes. Or, même quand il n'y a pas de cas de belligérance, on se rend compte que lorsque les militaires arrivent au pouvoir, comme c'est le cas dans certains pays voisins, ou dans un pays voisin du Cameroun, il y a une confiscation du pouvoir et une absence de volonté de respecter les clauses de la démocratie. Lorsqu'on regarde précisément le cas soudanais, il y a eu un gouvernement de transition civile renversé par des militaires qui eux-mêmes ne veulent pas le moment venu retourner ce pouvoir
aux civils. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a, c'est déjà le cas en Libye, je le disais, et ce sont toujours des belligérances entre des généraux, avec un général qui est à la manœuvre. Est-ce qu'il sera facile, comme c'est le cas en Libye déjà, de faire comprendre raison à ces deux généraux? Parce que cette guerre aujourd'hui au Soudan est qualifiée de guerre des généraux. Comprendre déjà comment des forces régulières, celles qui ont fait tomber le président El-Béchir, se sont alliées on va dire, forces miliciennes, et les forces miliciennes aujourd'hui qui veulent s'accaparer carrément le Soudan. Serge, la difficulté qu'il y a avec les Africains, c'est que nous leur martelons le même message depuis, pour moi, une dizaine d'années, pour d'autres, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand on écoutait tout à l'heure le colonel Badjek et à sa suite le docteur, ils disaient une seule chose que Kwame Nkrumah a résumé en une phrase. Le néocolonialisme est le dernier stade de l'impérialisme. Parce qu'en réalité, ce qu'on a sous les yeux, c'est un construit. Et l'avantage que ces gens ont sur nous, c'est qu'ils s'adaptent. Ils ont mis en place un système et ils l'adaptent aux évolutions du temps dans le seul but de maintenir le système d'exploitation et d'asservissement de l'Afrique. Vous le savez déjà, c'est déjà un secret de polichinelle, j'aspire à gouverner le Cameroun. J'aimerais bien accéder au pouvoir au Cameroun. Mais si vous me demandez maintenant de faire un coup d'État, je ne sais pas où on commence pour avoir des armes. Le Cameroun ne produit pas d'armes. Il n'y a aucun pays africain qui produit des armes. Première chose. Aujourd'hui, parlant d'un pays comme le Cameroun, qui se veut souvent être, on va dire, un modèle de démocratie, peut-on craindre dans un pays comme le Cameroun une prise de pouvoir par les armes, non, par les militaires, il faut éviter le départ du président Biya? Non, il faut éviter de faire dans la langue de bois. Ça n'a jamais été mon fort. Le Cameroun n'est pas une démocratie. Je suis péremptoire là-dessus. La démocratie, telle que les Occidentaux nous l'ont imposée, s'accommode mal de 40 ans de pouvoir. Est-ce que dans un pays comme le Cameroun, les militaires pourront rester dans les casernes dans ce qu'il est convenu d'appeler déjà la transition? Je ne sais pas si les militaires vont rester dans les casernes. Je constate cependant que les bagarres entre forces de maintien de l'ordre, éléments des forces de maintien de l'ordre et civils deviennent déjà récurrentes. Il y a aussi l'effet de contagion. À la frontière, on a un militaire qui a pris le pouvoir, qui n'a pas respecté la Constitution. Je veux qu'on se comprenne bien, n'est-ce pas? Tout à l'heure, le docteur a dit un truc important, il faut commencer à penser certaines choses au cas par cas, en ce qui concerne les pays africains. Je vous dis, la difficulté que nous avons souvent, nous les Africains, c'est qu'on a tendance à être extrêmement prolixe et extrêmement clairvoyant lorsqu'il s'agit de notre voisin. Au Cameroun, est-ce que nous avons une armée professionnelle? Moi, j'ai écouté le colonel Badjek tout à l'heure, qui est un ancien militaire, qui est aujourd'hui un géostratège. Il sait pertinemment que si une armée n'est pas à la fois professionnelle et républicaine, il y a peu de chances qu'elle échappe à la manipulation de la transition politique. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que le Cameroun est une démocratie. Je suis désolé. La démocratie ne s'accommode pas de 40 ans de pouvoir. Et puis, je constate depuis un certain temps que les confrontations entre des civils et des hommes en tenue, notamment des policiers, voire et même des gendarmes, sont de plus en plus récurrentes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans ces corps en tenue qui ont un comportement qui est tout sauf professionnel. Et même les forces de défense, parce que dans les régions du Nord-Ouest, on a eu des confrontations comme ça. Les forces, les milices ambazoniennes. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est lequel? Et c'est en cela que je dis toujours que l'Afrique a un problème, l'Afrique a mal dans son élite politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez aujourd'hui au Soudan, confrontation entre deux généraux, en Libye, confrontation de généraux, ce sont pas ces généraux en eux-mêmes qui s'affrontent, ce sont des puissances étrangères qui s'affrontent sur le sol africain, dans des pays africains, en faisant usage de l'élite politique et militaire africaine. Autrement dit, ces militaires sont juste des sous-traitants. Ce sont des agents infiltrés du néocolonialisme, ce sont des sous-traitants. Pour moi, c'est des gens qui... C'est un peu... J'avais dit ça un jour sur un plateau de télévision, un copanéliste a sursauté.
La plupart des dirigeants africains se comportent comme le général Pétain lorsque l'Allemagne a envahi Paris. Ils préfèrent la reddition. Ils préfèrent collaborer que de se battre. C'est ce qu'ils font en fait. Parce que quand vous regardez les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, c'est des chiffres qui donnent la chair de poule. Vous avez 700 000 déplacés en une semaine. Et quand on dit déplacés, ça veut dire que des gens abandonnent tout. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, les armes crépitent à gauche et à droite, vous prenez juste 2 ou 3 choses et puis vous quittez votre domicile. C'est quelque part une mort. C'est 700 000 morts. Surtout des femmes enceintes. Vous voyez des femmes enceintes, des enfants et des enfants soldats. Non, je suis désolé. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de donner l'impression aux Africains que ça ne peut pas arriver chez nous. Non, les éléments sont réunis parce que les gens font comme si ça ne peut arriver qu'ailleurs. Je suis certain que les Ivoiriens, le 18 septembre 2002, n'imaginaient pas que leur pays vivait 10 années de guerre civile. Ils n'imaginaient pas. Les Ivoiriens aiment la vie autant que les Camerounais. Ils aiment les bars, ils aiment les femmes. Mais tout à l'heure, on a parlé d'état-état. Quand ceux qui sont au niveau de la grosse tête là, et ils vont estimer que ils veulent soit se maintenir au pouvoir, soit accéder au pouvoir par la force, le pays va imploser. C'est comme ça. Donc, ce qui se passe au Soudan, c'est simplement la preuve que après Omar el-Béchir, c'est un peu comme 2 bandits qui s'entendent pour aller en assassiner un autre, mais ne réussissent pas à s'entendre après pour se partager le butin. C'est tout ce qui se passe au Soudan. Et les victimes, c'est qui? Ce sont les populations. Très bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais simplement dire aux Africains, c'est que un pays comme le Cameroun, qui pour moi est non pas un exemple de démocratie, mais plutôt un pays qui réunit tous les éléments pour être la tête de proue de la construction panafricaine, on est à la croisée des chemins parce qu'il y a une transition qui s'annonce. Et notre meilleure chance d'échapper à ce qui se passe déjà ailleurs, c'est que ceux qui pensent que le pouvoir doit leur être dévolu de manière héréditaire réfléchissent par 2 fois. Ceux qui pensent qu'ils doivent tribaliser l'accès au pouvoir réfléchissent par 2 fois. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent le prendre par la force réfléchissent. Pourquoi? Parce que même si j'ai l'habitude de le dire, le niveau de culture politique des Camerounais est encore rudimentaire parce que s'il n'était pas rudimentaire, il serait difficile que le tribalisme continue à être utilisé comme arme politique au Cameroun. C'est parce que les gens ont un niveau de culture politique rudimentaire que ça marche. Mais malgré tout, si on peut s'arranger à ce que le système électoral soit un peu moins unique, que les gens aient la possibilité de choisir effectivement leurs dirigeants, ne serait-ce que déjà au niveau local. Parce que je peux vous garantir que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans leur maire. Si déjà au moins les gens se reconnaissaient dans le maire de la ville, le maire de la commune, ce serait un peu différent parce que avec la décentralisation, on déporterait les problèmes vers le maire, vers le président de la région et on regarderait un peu moins à Yaoundé, à Etouzi. Mais comme les gens veulent centraliser le pouvoir et se disent que le moment venu, l'armée qu'ils équipent, qu'ils étoffent, va le suivre. C'est là où il y a souvent un problème. Là, on a peut-être la guerre des généraux, mais la plupart du temps, les coups d'État sont faits par des capitaines, des lieutenants. Vous comprenez? Donc, ces gens sont très proches des hommes de rang et rien ne prouve que l'embourgeoisement des généraux qui vont leur dire suivant tel va faire qu'eux aussi le suivent parce que leurs femmes vont au marché avec les nôtres, voient bien qu'en 10 ans au Cameroun, le prix du riz, du kilogramme de riz a quasiment triplé, qu'on est devenu difficile d'avoir un tas de manioc, qu'on ne sait pas comment on va faire demain, après-demain pour manger. Ils ont les mêmes problèmes, même si en réalité, il y a eu une sorte de... Il y a une autre inégalité qui a été créée quand même pour s'assurer la loyauté de cette armée. Lorsqu'on a diminué les salaires, lorsqu'on a réduit de moitié les salaires des agents de l'État au Cameroun, on n'a pas touché les salaires des hommes en tenue. Avec votre permission, je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 aspects. C'est que jusqu'à présent, on parle de la Somalie, du Soudan.
je ne me suis pas préparé à ça. Non, c'est surtout de comprendre l'intervention des militaires sur la scène politique dans les pays africains, ce qui arrive ailleurs. Je voudrais qu'on se comprenne. Docteur, s'il vous plaît. Permettez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Qu'il vous relance peut-être. Non, il ne me relance pas. J'ai compris son problème. Je voudrais que les choses soient extrêmement claires. C'est vrai que le sujet de l'émission, c'est les crises sécuritaires en Afrique, le cas particulier du Soudan et de la RDC. Quel est l'intérêt des populations camerounaises à en parler si ce n'est pas pour tirer des leçons par rapport à leur propre pays? Moi, je vous ai dit, je ne fais pas la langue de bois. Je vous l'ai dit, j'aspire à gouverner mon pays et quand je parle de lui sans langue de bois. C'est très facile, aucun d'entre nous ne vit au Soudan. Vous comprenez? Quelqu'un a dit que c'est facile de gouverner avec les statistiques. Les statistiques, ça ne crée pas d'émotion. C'est des chiffres. Là, on vous dit il y a 700 000 déplacés. Aucun d'entre nous n'a de se déplacer. Vous comprenez? Par contre, il y a des déplacés au Cameroun. Nous, on en connaît. Déplacés de suite de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Vous comprenez? Et on a vu ce que ça a fait à leur vie, à leur destin. Donc, c'est très facile de vouloir toujours esquiver le problème du Cameroun. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que ce soit en RDC, que ce soit au Soudan, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, ce sont quasiment les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et le malheur des Africains, c'est qu'ils ont tendance à trouver des solutions palliatives aux conséquences, tout en évitant de s'attaquer aux causes réelles. Parce qu'on parle des causes endogènes, des causes exogènes, mais ce qui est sûr, c'est que nous savons quelles sont les causes des malheurs de l'Afrique. Nous le disons depuis le début de l'émission, et il faut que nous soyons capables de capitaliser ça aussi bien pour notre pays que pour les autres pays. Vous voulez réagir sur cette déclinaison concernant le rôle des militaires ou leur irruption sur la scène politique, et le docteur Badiak le disait, leur refus de restituer le pouvoir aux civils? Oui, moi je voudrais dire qu'il faut analyser les choses telles qu'elles sont et c'est dire que quelles sont les origines de nos hommes en tenue. Qui sont ceux qui forment nos hommes en tenue? Parce que c'est ça le problème, c'est que nous sommes dans une logique de sous-traitance du conflit. Et quelles sont les chapelles qui forment nos hommes en tenue en Afrique? Posez-vous la question, vous verrez que derrière le profil de chaque leader, il y a un pays, il y a une école, il y a un courant politique. Nous ne sommes plus dans la même napoléonienne, où c'était des soldats de rang qui vouaient leur action à un commandement spécifique, mais nous sommes déjà dans une logique où les armées africaines ne sont plus des armées de troupes. Les armées africaines sont déjà des armées professionnelles, des armées de métier, où nous intégrons des personnes qui, dans l'armée, sont des ingénieurs, sont des informaticiens, sont des experts en sciences politiques, sont des géostratèges. Nous n'avons plus affaire à l'armée dans la déclinaison de Napoléon. Raison pour laquelle, pour faire ces écoles, nous avons des gens qui vont à Saint-Cyr. Vous avez des gens qui sont formés à Melun. Vous avez des gens qui sont formés en Russie. Vous avez des gens aux États-Unis et autres. Des hommes en Chine. Alors, en fonction, et c'est ce que nous ne comprenons pas souvent dans les pays africains, c'est que lorsque un État africain s'engage à laisser ses citoyens acquérir des bourses d'études, la logique stratégique des bourses d'études, il ne perçoit pas l'autre face cachée des bourses d'études, puisque à partir du moment où ce n'est pas vous qui donnez la bourse d'études au vôtre, on vous dit que, bon, il y a des bourses américaines pour des gens de l'armée, et puis dans une logique de dilettante, on décide
de laisser les Camerounais aller se faire former en Chine, aux États-Unis et autres, parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes assumer cela. Le retour, c'est que, et c'est ce qu'on ne perçoit pas de manière symbolique souvent, c'est que le jeune Camerounais, le jeune Africain qui, au travers d'une bourse de la France, des États-Unis, se fait former à Washington ou à Melun, va dans une école spécialisée où il trouve des officiers de son rang qui sont français, qui sont pour la plupart de ces puissances qui ne veulent pas forcément le bien de l'Afrique. Et ils se font des camarades. Et lorsqu'ils deviennent des camarades, il y a une familiarité qui s'installe. Et lorsque cette familiarité s'installe, ils ont 2, 3, 4, 5 ans de familiarité. Et au moment où ces bonhommes rentrent au Cameroun, au Soudan, en Somalie, ils se retrouvent et on vous dit qu'on a envoyé un attaché d'ambassade. Au moment où vous nommez celui-là, vous faites de celui-là le général chez vous, on fait venir un attaché d'ambassade qui serait plus ou moins de son école, de sa promotion et autres chez lui, parce que chez eux, c'est stratégique. Alors, lorsqu'il arrive ici, il trouve son camarade, avec qui il a passé du temps. Il est en Somalie, il a passé du temps, mais celui-là a investi d'une mission. C'est les intérêts stratégiques de son État au Cameroun. Et dès qu'il arrive, il trouvera des facilités parce qu'il trouvera son camarade ici, qui sera également en position officielle, quand ce n'est pas un lobbying qui se fait au niveau international pour que celui qui a été issu de cette école soit placé chez vous à une position stratégique, sachant que dans 1 ou 2 ans, on enverra celui avec qui la stratégie sera activée. Et illustration en Guinée, le président par intérim, Mamadi Doumbouya, vous comprenez? Une fois placé à la tête des forces spéciales guinéennes. Vous avez vu ce qui est arrivé. Effectivement. Et c'est un copinage qui est structuré depuis ce que nous ne percevons pas et que nous voyons souvent, les familles. Lorsqu'un Camerounais, un Africain va en Europe, on vous dit, les familles applaudissent. On dit c'est une très bonne chose. Il a une bourse, il fait preuve, il est brillant. C'est une bourse américaine, c'est une bourse russe, c'est une bourse japonaise. Mais ce qui se passe, c'est que derrière cela, il y a une logique, c'est que la main qui donne sera la main qui dirigera. Très bien. Je vous propose, cher monsieur, de jeter un regard également sur l'autre théâtre de belligérance avec une autre configuration. Cette belligérance, on va dire, elle est un peu transfrontalière. C'est du côté de la République démocratique du Congo, à l'est précisément de la RDC, où là-bas le gouvernement congolais et des milices, notamment le M23 soutenu par le Rwanda, se livre à un conflit qui commence déjà à durer. Enjeu principal, on va dire, de cette déstabilisation, ça reste, on va dire, en toile de fond, l'exploitation illicite des ressources de la région de l'Est Congo, notamment le sud et le nord Kivu. Les minerais visés, parmi les plus prisés, on va dire le coltan. Qui fait partie de l'une des ressources très exploitées par le Rwanda, qui n'a malheureusement et paradoxalement pas de gisement sur son territoire. Les chiffres officiels nous font savoir qu'en 2013, ces minerais représentaient 28% des exportations du Rwanda. Alors, je voudrais, pour ce cas de figure, peut-être qu'on aura les images appropriées en moitié d'écran, le président de la RDC, celui du Rwanda. Le président Félix Antoine Tshisekedi a beaucoup manœuvré pour créer un cadre de dialogue et de concertation avec son homologue Paul Kagame. Rappelons que le Rwanda est le principal pays qui est indexé dans cette déstabilisation. Il y a également l'implication des pays frontaliers tels que l'Ouganda et l'Angola, mais malheureusement, ces pourparlers ne donnent rien du tout à ce jour. Docteur Maître Jean-Guy Zogo, comment comprendre? Là, nous étions dans un foyer de tension interne.
là, il s'agit d'une belligérance qui dure déjà sévèrement, avec le même, on va dire, les mêmes résultats. Ce sont des populations déplacées. C'est l'économie également qui en pâtit. J'ai beaucoup apprécié ce que le copanéliste vient de dire, parce que ça me conforte dans ce que je dis depuis 10 ans. Vous comprenez? Quand Kwame Nkrumah dit que le néocolonialisme est le dernier stade de l'impérialisme, ce qu'il dit, c'est que celui qui veut vous dominer, vous asservir, celui qui veut vous exploiter, met en place un système et s'organise pour le pérenniser. Vous comprenez? C'est pour ça que les bourses, je regarde les forces à Yaoundé, je regarde un certain nombre de choses, je me dis toujours, est-ce qu'on va s'en sortir? Maintenant, quand vous parlez de la RDC, moi, l'élément qui s'ajoute en RDC à ce que nous connaissons déjà comme problème, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que voilà un pays qui est supposé être un pays frère, même si certains ont dit qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, mais quand même. Le problème aujourd'hui, c'est que... Parlant d'amitié, on peut parler, évoquer les principes, enfin, l'intégration sous-régionale, au sein de la CEAC, on peut évoquer le principe de bon voisinage. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en République centrafricaine a un impact sur le Cameroun. Tout à fait. Notamment dans la région de l'Est. Ce qui se passe au Tchad a un impact au Cameroun. Ce qui se passe au Nigeria a un impact. On se retrouve avec Boko Haram au Cameroun comme ça. Donc, le principe voudrait que le Rwanda soit un rempart. Un endroit où peut-être ceux qui sont victimes d'exactions à l'est de la RDC iraient se réfugier. Mais quand on vous dit que c'est ce Rwanda qui finance, arme et oriente une rébellion appelée le M23, c'est un peu gênant. Je dois avouer, pour nous, les panafricanistes, c'est très gênant parce que là, ça nous amène à regarder le problème des Grands Lacs sous un autre angle. Parce qu'on sait tous que, au départ, le Zaïre, Congo, appelez-le comme vous voulez, c'était un bien personnel du roi des Belges qui l'a exploité. Je dis toujours, c'est peut-être là le problème, c'est qu'on ne veut pas regarder d'où on vient. On veut seulement se contenter de voir où on est, dans l'espoir que ça va nous permettre de voir où on va. Voilà un pays qu'un individu a pris comme sa propriété personnelle, où il coupait des bras, coupait des jambes, tuer à volonté, piller à volonté. Puis à un moment donné, on dit, bon, il faut accéder à l'indépendance. Un monsieur réussit à sortir du lot, Patrice Emery Lumumba. Lorsqu'il vous tient le discours de la vérité, il vous dit, voilà, nous voulons l'indépendance et nous la voulons comme ci, comme ça, comme ça. Vous l'assassinez en utilisant son frère, Mobutu Sese Seko. Vous comprenez? Et maintenant, le Mobutu en question, puisqu'on aime le néocolonialisme, exalte la cancritude, exalte la médiocrité. On veut des gens, on veut des despotes. Le gars, il règne sur ce pays pendant un certain temps. Et puis au moment donné, on se rend compte, bon voilà, il ne sert plus totalement les intérêts pour lesquels il a été placé là. On fait naître Kabila. On fabrique un Kabila à l'Est qui arrive jusqu'à Kinshasa et le fait tomber. Celui-ci a son fils qui le remplace dans les conditions que nous connaissons et qui, après moult tractations, lâche enfin le pouvoir. Entre-temps, les régions de l'Est de la RDC n'ont jamais été en paix depuis Lumumba. Toujours en paix. Parce que même sous Mobutu, il y avait des problèmes. Ce qui est cependant curieux, et c'est là où vous comprenez toute la puissance du système néocolonial en place, c'est que malgré les conflits, toutes les mines sont ouvertes et tournent à plein régime. Les multinationales se font du beurre en RDC. On y a stationné la plus importante force de maintien de la paix au monde. Depuis, je ne sais pas moi, c'est 20 ans, la paix n'est toujours pas revenue. Encore, je ne sais pas où est-ce que l'ONU a ramené la paix quelque part dans le monde, je cherche encore. Maintenant, on va dire que c'est un peu de... le Rwanda agit un peu comme un charognard. C'est-à-dire que, voilà... C'est un paradoxe quand on regarde l'étendue. Maître Jean-Guy Zogo,
La RDC, c'est un pays extrêmement vaste, avec ses ressources. Le Rwanda est un tout petit pays, un pays certes voisin, mais moins important en termes de superficie, certes avec à sa tête un militaire également, sans les mêmes ressources, sans la même démographie. Comment comprendre qu'un État, on va peut-être dire lilliputien, arrive à fragiliser autant la RDC? Est-ce que la RDC est finalement, on va dire, un géant au pied d'argile? La RDC, c'est un peu comme c'est un défaut également de leadership. C'est un peu comme la tête de la RDC. La RDC est un peu dans la situation de la Centrafrique. Le pouvoir central ne contrôle pas tout le territoire. Vous comprenez? Et ça n'a jamais été le cas. Parce que même sous Lumumba, ça n'était pas le cas. Et la difficulté que moi j'ai avec le problème de la RDC, c'est que le Rwanda, on va dire qu'on est peut-être un peu cynique, mais le Rwanda se comporte un peu comme ce frère qui se rend compte que le sien se fait exploiter par les autres et il va aussi prendre un peu pour sa propre famille. Parce que on regarde beaucoup le Rwanda dans cette histoire. Personne ne veut pas de toutes les multinationales qui tournent à plein régime en RDC. Non. Moi, j'ai regardé un reportage un jour sur une chaîne de télévision française où on a interviewé Bill Gates. C'était la dame qui présente Cash Investigation, Edith Lucet, voilà. Elle a demandé à Bill Gates, en direct, est-ce qu'il sait que certains éléments qu'on utilise dans ces iPhones viennent des mines de l'Est de la RDC dans lesquelles on exploite des enfants? Il n'a pas répondu, s'est levé, il est parti. Mais c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Les gens s'enrichissent quand même en RDC. Mais pourquoi on parle beaucoup du Rwanda? Je vais prendre un autre exemple. La RDC, c'est le premier pays catholique d'Afrique en termes de nombre de fidèles. Mais les prières ont empêché la RDC d'être en guerre depuis là. Est-ce que le Vatican a des réserves d'or a des mines d'or sur son territoire? D'où lui vient la réserve d'or qui est la sienne? C'est des vérités que les Africains vont apprendre à accepter, aussi douloureuses soient-elles. Vous comprenez? Et c'est pour là que nous, on est là pour le leur dire. Le Vatican a une réserve d'or qui lui vient d'où? Le Vatican a-t-il des mines d'or sur son sol? Non. Donc, à un moment donné, c'est trop facile d'accuser le pauvre petit voisin rwandais qui grappille quelques trucs. Pour moi, le véritable problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, ce sont ceux qui maintiennent cette zone en guerre parce que leurs multinationales y exploitent les richesses du Congo. Le jeu cynique des lobbies, des puissances et leurs agents infiltrés qui travaillent dans la tout à l'heure. Alors, un point commun entre ces deux crises, Dr François Désiré Bessé, qu'il s'agisse du Soudan ou alors la RDC, on pourrait également faire une extension à la Libye, c'est la question de la résolution des conflits, toute chose qui échappe à l'Union africaine, qui échappe à l'ensemble des 54 pays ou des pays les plus puissants en Afrique, avec un regard sur le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Le président Nelson Mandela, à son époque, vous avez évoqué la crise entre Mobutu et Kabila père, a essayé de jouer les médiateurs, mais aujourd'hui, l'Afrique échoue fatalement à assurer une médiation des conflits. D'ailleurs, je profite pour rappeler que la force régionale qui est déployée par les pays de l'Afrique de l'Est dans cette zone de la RDC est aujourd'hui vivement critiquée pour son inefficacité par le président Tshisekedi. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi l'Afrique aujourd'hui est incapable de mener la médiation, de résoudre ses propres conflits? Oui, avant de revenir à votre question, avec votre permission, je voudrais quand même dire que les relations internationales sont régies par un principe. Et le principe, c'est d'abord la reconnaissance de l'existence des autres États. À partir de ce moment, il est important de reconnaître que du simple fait que même par extraordinaire, lorsqu'on parle déjà de deux pays avec des frontières bien limitées, il y a d'abord le respect.
et nous sommes des Africains, nous nous respectons dans ce qu'on appelle notre intégrité, notre territorialité. Le président Tshisekedi, nous l'avons vu, même lors du dernier sommet, n'a pas manqué de porter le problème au niveau de ses pairs pour décrier la situation abominable qui était vécue au niveau de son pays par le voisin rwandais. Et ça a posé un gros problème. Au niveau de l'Union africaine, il y a eu des assises à ce niveau-là. Ça ne date pas de Tshisekedi. En réalité, lorsque vous regardez, j'ai toujours parlé du miracle rwandais, du supposé miracle rwandais qu'on a toujours voulu présenter et projeter à la scène du monde comme étant un exemple d'un pays qui s'en sort en Afrique et autres. Mais je dis, c'est bien sur le plan cosmétique. Mais en réalité, lorsque vous rentrez dans les dédales de ce supposé miracle rwandais, vous vous rendez bien compte que, en réalité, il s'agit d'une émergence de pacotille. Parce que si vous allez au Rwanda, après Kigali, il n'y a rien. Je le dis parce que je n'ai pas fait un voyage virtuel, j'ai fait un voyage physique et pas un seul. Donc, après Kigali, il n'y a rien. Kigali, c'est la ville du rêve, c'est la ville intelligente. Mais c'est la ville, c'est la façade. C'est la façade. Oui. Et en plus, je voudrais dire que lorsque vous arrivez au Rwanda, vous vous rendez véritablement compte que nous avons affaire à un pays qui appartient à tout le monde, sauf aux Rwandais eux-mêmes. Parce que vous posez la question, combien de Rwandais sont derrière les exemples d'émergence du Rwanda qui fleuronnent à Kigali? Vous vous rendez compte que le Rwanda, comme le Kenya, c'est des entreprises multinationales qui se sont déportées dans une zone. Délocalisation. C'est la délocalisation. Et à partir de ce numéro, vous avez tous les grands qui sont représentés. Et pourquoi? Parce qu'il y a une logique économique et d'efficience. C'est que pour que l'industrie fonctionne, il faut qu'on soit plus proche de la matière première. Des ressources naturelles. Et les ressources naturelles ne se trouvent pas au Rwanda. Le Rwanda fonctionne donc comme un État tampon. À partir agit dans la pension minière. Oui, et donc c'est structuré. Et dans une compensation, dans une logique de compensation, parce qu'il faut revenir à l'histoire du génocide pour comprendre qu'il y a un évangile de rédemption de ce qui s'est passé dans le génocide entre les États-Unis et la France, qui aujourd'hui voudrait faire un lavage de visage et présenter une autre figure du Rwanda. Le Rwanda qui n'est plus vu sur la logique du Rwanda génocidaire, le président rwandais qui n'est plus ce personnage qu'on a projeté comme étant un acteur de ce qui s'est passé entre les Tutsis et les Hutus. Et il y a donc une dynamique d'évangélisation et pour redorer le blason du Rwanda. Mais en réalité, ces efforts ne sont pas véritablement des efforts pour le peuple rwandais, puisque derrière cela, il y a les multinationales, les grandes firmes qui viennent s'installer et qui, les effets induits au premier degré, sont donc ces éléments visibles et perceptibles. Parce que, figurez-vous, Microsoft ne va pas s'installer à Kigali et être dans une zone où on ne peut pas avoir Internet, où on ne peut pas avoir les voies de communication, parce qu'il faut que ça circule. Et il y a donc la création intentionnelle d'un micro-paradis au Rwanda, à Kigali, mais pas hors de Kigali. Et lorsque vous allez même encore questionner les fondamentaux de cette évolution, vous allez vous rendre compte que, questionnant le PIB, vous allez vous rendre compte que c'est le produit intérieur brut. Il y a un gap fort entre le PIB et le PNB. Parce que la différence entre le PIB et le PNB, c'est que le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites dans le territoire. Mais le PNB démontre le différentiel entre les richesses produites par les fils du terroir. Et
quand vous allez questionner le Rwanda, on vous parlera de son PIB avec une tendance haussière. Mais personne ne vous parlera du produit national brut. Produit national brut. Oui. Et personne ne vous parlera de l'indice de développement humain, qui est aujourd'hui le nouvel indice par lequel on évalue véritablement le développement d'un pays. Ça, c'est le premier point. Et donc, pour moi, la question du Rwanda, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, pour les frères rwandais, pour le président Kagame, je voudrais quand même dire qu'il est important qu'on sache restituer le discours pour rendre compte du miracle, du supposé miracle rwandais. Maintenant, je reviens donc à la question que vous m'avez posée pour vous dire que effectivement, nous sommes dans une logique d'interférence des différents intérêts. Et ces intérêts sont beaucoup plus géostratégiques. Et il est important de le reconnaître et de savoir que lorsque vous regardez la configuration de cette zone, le premier problème est structurel. Vous avez parlé de la géographie de la République démocratique du Congo. Sincèrement, qui trop embrasse, mal étreint. C'est un pays continent. Il est difficile, humainement et structurellement difficile de gouverner un pays comme celui-là, en termes d'immensité. Parce que quand vous regardez la distance qu'il y a, parce que entre la zone du Nord Kivu, les États comme le Katanga, vous regardez Ituri, vous vous rendrez compte où on a installé, on a fait des états de siège. Aujourd'hui, depuis le 3 mai 2021, il y a un problème réel, c'est qu'il n'y a jamais eu d'État congolais. L'État, comme étant entendu, cette réalité présente sur l'étendue de son territoire. Très bien. La République démocratique du Congo souffre d'un mal structurel. Et ce mal structurel, véritablement, va donc générer la logique des saprophytes, c'est-à-dire cette logique d'un État voisin qui commercialise à l'international les biens qu'il ne produit pas. Parce que j'ai étudié également ces aspects au niveau de la crise congolaise et au niveau du marché international. C'est le Rwanda qui livre les diamants, qui livre le coltan au niveau de la bourse du marché international, mais chose qui n'existe pas sur son territoire, et sous le couvert des États-Unis, sous le couvert des pays occidentaux. Et c'est le Rwanda qui commercialise avec eux. C'est quand même une aberration. Et à partir de ce moment, on se pose la question de savoir que valent les missions de maintien de la paix dans ces territoires. Très bien. Je propose, nous allons tout droit vers la fin de cette émission. On va écouter encore ce sera son deuxième et dernier jet, le docteur Didier Badiet, en guise de proposition de sortie de crise. Il faut élaborer quelques propositions pour envisager, à défaut de la fin, au moins la réduction à sa plus simple expression de ces crises sécuritaires qui constituent un véritable frein pour le développement de nos pays africains respectifs. On écoute le docteur Didier Badiet quand on se retrouve pour la suite. Quelle recette endogène faudrait-il apporter? Eh bien, moi, je suis au regret de vous dire que malheureusement, il lui fallu penser d'abord à la prévention, cette prévention qui est la première recette, qui n'est que la posture républicaine des forces de défense. Pour certains, elles ne doivent pas échanger cette posture avec l'embourgeoisement, mais s'investir dans le but de faire face à toute velléité d'insécurité, ce qui est d'ailleurs une mission régalienne. Lorsque cette mesure préventive caractéristique d'un État démocratique est franchie, eh bien, les solutions endogènes, pour ma part, deviennent chimériques et illusoires. Combien de pactes ont été signés? Combien d'accords sous l'égide d'organisations multinationales puissantes, voire à caractère régional ou sous-régional, ont été éphémères? Combien de cessez-le-feu ont été commutés au détriment des vies humaines?
Aujourd'hui, le chaos humanitaire que nous vivons est bien sûr inacceptable et insoutenable. Tout ce cirque démontre à suffire la faillite du système international qui, in fine, donne raison à l'irrédentisme puisque les solutions des crises conduisent toujours aux autonomies qui permettent aux prédateurs de procéder au pillage des ressources. Alors, les Africains eux-mêmes n'ont jamais compris qu'à l'heure de la mondialisation, seules les grandes entités structurées feront face efficacement aux enjeux et défis de ce siècle. Les crises s'accélèrent avec un nouveau groupe d'influence, j'ai cité comme ça le groupe Wagner, qui est le nouvel arrivant s'invitant au découpage du gâteau africain, décoré de coltan, d'or et bien d'autres artifices. Je suis étonné quand je vois des intellectuels africains qui pensent à une alternative via une nouvelle influence pour faire face aux anciennes, alors que l'heure est venue de sortir de toute influence. Alors si cette pensée émane de ceux qui doivent alerter par la profondeur de leur science, en ce moment alors, mon cher Serge, il ne me reste plus que mes deux yeux pour pleurer et je me dis bien que l'Afrique est mal partie. Voilà, merci au docteur Didier Badiek pour ses contributions à cette émission. On va terminer, je commence par vous. C'est un sujet sur lequel on reviendra certainement parce que les crises sont là, elles se répètent, elles semblent s'éterniser. Certainement, il y aura d'autres foyers de crise, on ne le souhaite pas, qui vont encore éclater dans d'autres pays en espérant un apaisement entre la RDC et le Rwanda, mais surtout du côté du Soudan, des pistes de sortie de crise. Maître Jean Guizot. Je suis dans le combat idéologique. Parce qu'en réalité, tout ce que nous avons devant nous, c'est une guerre des civilisations que nous subissons. Je ne peux pas vous dire que j'ai un remède miracle parce que je passerai pour un charlatan. Ce qui est sûr, c'est ce dont je suis certain, c'est que ce que les Africains doivent faire aujourd'hui, c'est reprendre et parachever les luttes pour l'indépendance réelle de leurs États. Et si possible, les unifier et faire en sorte qu'ils aient un État qui remplit les critères de masse critique pour pouvoir constituer un État fort dans la mondialisation. Parce que tout à l'heure, on a pu démontrer que le Rwanda n'est pas en lui-même le problème, c'est un pays qui est utilisé par les puissances étrangères pour continuer à asservir le Congo. Le Soudan, malgré sa balkanisation, continue à subir la guerre. Pourquoi? Parce que des gens utilisent des frères pour continuer à exploiter les États africains. Donc, les pistes de solution sont simples. Il faut que les Africains se réapproprient leur histoire, se réapproprient leur culture, se réapproprient leur spiritualité et essayent, sur la base de ce trépied, de se projeter vers l'avenir en mettant en place de nouveaux systèmes gouvernants. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas tant la taille d'un État qui pose un problème ici, que la capacité de ceux qui accèdent au pouvoir à travailler pour l'intérêt de tout le monde. C'est la même chose au Cameroun, au Nigeria, en Centrafrique, un peu partout. Il faut que ceux qui vont accéder au pouvoir, parce qu'on ne parle plus trop de ceux qui y sont déjà, pour la plupart, on ne peut plus trop compter sur eux, mais ceux qui vont arriver au pouvoir dans les prochaines années doivent comprendre que leur intérêt réside dans le service de leur pays et non dans le service des autres pays hors de l'Afrique. Très bien. Docteur François-Désiré Mbessé, oui, pas de potion miracle, mais des vœux, des pistes. Je crois que je vais m'en remettre à une sagesse africaine et qui dit que l'arbre, pour aller à la conquête du soleil, doit avoir les racines profondément ancrées dans le sol. Et qu'un arbre ne pousse pas sur les racines d'un autre. Si nous l'avons compris, nous engageons des réformes structurelles et en toute honnêteté, en toute clairvoyance, nous pourrons trouver ensemble la solution de l'Afrique. Elle n'existe pas comme une formule, mais elle passe par une démarche. Et cette démarche
c'est celle-là. Je vous remercie. Merci à tous les deux, Maître Jean-Guy Zogo. Merci à vous, Dr François-Désiré Bessé, pour votre contribution à cette émission. Merci également au Dr Didier Badjek qui réagissait depuis Paris. Un grand merci à Romuald Ngrancha qui a assuré la réalisation de cette émission. Prenons rendez-vous dans une semaine pour une autre édition d'Africa Tribune. Excellent suite de programme sur ma média. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.